Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique, et aujourd'hui on va parler d'Alice au Pays des Merveilles. Comme certains le savent, c'est un célèbre roman anglo-saxon écrit par Lewis Carroll, de son vrai nom Charles Dodgson, et qui a connu des adaptations en film pratiquement dès le début du cinéma, la plus célèbre d'entre toutes étant celle réalisée par Disney. Sorti en salle en 1951, Alice est l'un des films les plus délirants et les plus inventifs jamais réalisés par le studio. Aujourd'hui considéré comme un film culte, trouvant sa juste place dans la liste des grands classiques, il fut pourtant un cuisant échec lors de son exploitation. Le tournage a été mouvementé, il s'est étalé sur 14 ans et en ayant abandonné au passage bon nombre d'idées. Personnages supprimés, scénarios maintes fois remaniés et même des chansons mis au placard. Il est temps aujourd'hui de découvrir un peu plus en détail toutes ces idées et contenus rejetés à travers une vidéo en 2 parties. Bien que Walt Disney lui-même ait renié le film à sa sortie, c'était un projet auquel il tenait pourtant beaucoup tant le personnage a joué un rôle important dans sa carrière. En 1923, alors qu'il est encore au studio Lophogram au Kansas, qui est la première structure qu'il ait montée, Disney réalise le court-métrage Alice's Wonderland, dans lequel une petite fille en chair et en os vit des aventures avec des personnages de dessins animés. Ça va donner la première série récurrente de Disney, les Alice Comedies, que Walt met sur pied après avoir créé le studio Disney Brothers. La série est innovante et démontre déjà le savoir-faire des jeunes animateurs recrutés par Disney, parmi lesquels Fritz Frelen qui rejoindra les Looney Tunes. Mais Disney aimerait faire un bond en avant à Hollywood, et pour ce faire, il décide de monter un long métrage. Dès le début des années 30, il passe en revue les différents sujets qui pourraient servir de base à un scénario, parmi lesquels une probable adaptation du concept des Alice Comedies. Son idée est que le personnage d'Alice soit toujours joué par une actrice filmée et que tout le reste soit en animation, permettant aux animateurs de se surpasser et de développer des nouvelles techniques. Il destine d'ailleurs le rôle principal à Mary Pickford, qui était une immense star du cinéma muet. Mais Disney va devoir mettre le Pays des Merveilles de côté lorsqu'il apprend que le studio Paramount est en train de développer sa propre adaptation du roman. Ce film est sorti en 1933 avec Charlotte Henry dans le rôle principal et des grands acteurs comme Cary Grant ou Gary Cooper, et qui contient aussi un passage en dessin animé. Ironiquement, la scène en dessin animé en question a été créée par Hugh Garman et Rudolph Ising qui ont travaillé sur les Alice Comedies avant de prendre leur indépendance. Quant au premier projet de Disney, il existe quelques photos d'époque attestant de ce premier jet, dans lesquelles Mary Pickford revêt la robe d'Alice aux côtés de Mickey. Walt Disney va donc se rabattre sur Blanche-Neige et les 7 nains, dont la production démarre en 1934 pour sortir en salle 3 ans plus tard. Entre-temps, le studio sort le cartoon de l'autre côté du miroir avec Mickey réinterprétant le rôle d'Alice. Le gigantesque succès de Blanche-Neige va convaincre Disney de ressortir le projet Alice en 1938 et d'en faire un long métrage. La production est donc officiellement relancée et quelques synopsis commencent à poindre. L'un des premiers essais, et le plus célèbre de tous, est celui rédigé par le romancier Al Perkins en 1939 et présenté à Disney sur une bobine Leica. Il fut illustré par le dessinateur irlandais David Rule, qui s'est beaucoup inspiré des illustrations de John Tenniel. Autant le dire tout de suite, c'est un scénario qui n'a pas convaincu tout le monde au sein du studio. Un scénario qui prend des tournures insolites, et qui aura une certaine récurrence sur les essais suivants. Un scénario que je vais me faire un plaisir de vous résumer. L'histoire débute avec Alice devisant au bord d'une rivière avec son chat Dinah. Elle aperçoit le lapin blanc et le poursuit jusque dans son terrier. Elle s'enfonce de plus en plus jusqu'à tomber dans un trou. Au cours de sa très longue chute, elle se fait cerner par une bande de chauves-souris qui la met en garde. Ne va pas en bas, retourne en haut. Il ne faut surtout pas que tu ailles en bas. Retourne d'où tu viens, si tu vas en bas, la reine te tuera. Alice atteint finalement le sol, débouche sur un couloir de plus en plus étroit, au bout duquel se trouve une porte minuscule. Alors qu'elle réfléchit au moyen de passer la porte, elle trouve sur une table un flacon qui parle. Celui-ci passe son temps à se moquer d'Alice et à lui faire ingérer des gâteaux ou des fioles qui la font rapetisser, puis agrandir, jusqu'à devenir gigantesque. C'est alors qu'elle éclate en sanglots et qu'elle crée un océan de larmes. Elle ingurgite un dernier gâteau qui la rend assez petite pour passer la porte, puis elle tombe dans l'eau. Elle se fait ensuite sauver par une souris qui la ramène sur la côte. Elle fait alors la connaissance du Griffon et de la Simili-Tortue, 2 personnages qui ont eu un destin mouvementé pendant toute la production du film, mais ça on s'y attardera dans la deuxième partie. Ils invitent la jeune fille à participer à un quadrille de homards, aussitôt rejoint par le dodo et par d'autres animaux. Mais notre héroïne, au cours d'une conversation, fait l'erreur de mentionner l'existence de son chat Dinah. En effet, le mot chat suffit à effrayer le Griffon et ses amis. Il court à bride abattue, laissant la jeune fille seule, en compagnie de la créature la plus redoutée du Pays des Merveilles, le chat de Cheshire, ou le chafouin dans la version française du film, dont le sourire sardonique apparaît avant son visage. Il apprend à Alice que tout le pays est convié à une immense partie de croquet qui se tiendra dans le jardin de la Reine de Cœur.
Au cours de ses pérégrinations, Alice arpente un jardin en étant toujours minuscule, les fleurs et les insectes lui paraissant de ce fait immenses. Elle rencontre la chenille et comme dans le film, elle donne accès aux champignons permettant de changer sa taille. En mangeant plusieurs morceaux du dit champignon, la jeune fille subit plusieurs changements de taille et son cou s'allonge au point d'atteindre le sommet des arbres et de déranger des nids d'oiseaux. Arrivée tout à fait en haut, elle voit des volatiles brutaliser un oisillon et elle intervient. Les autres oiseaux s'en prennent à Alice, mais elle est secourue par l'oisillon qui mange un champignon afin de devenir plus imposant et effrayer les autres. Il donne ensuite le morceau de champignon adéquat à Alice qui retrouve enfin sa taille normale. Elle reprend son voyage et retrouve le chafouin. Celui-ci dirige Alice vers la maison du chapelier fou qui est en train de prendre le thé en compagnie du loir et du lièvre de Mars. Alice s'invite à la table au cours d'une réception tout d'abord civilisée, mais qui prend une tournure inquiétante à l'apparition du lapin blanc. Le lièvre et le chapelier deviennent alors soudainement fous de colère et entreprennent de couper les jambes d'Alice. Une séquence qui est délibérément pensée comme étant effrayante et malaisante, la jeune fille poussant même un cri d'épouvante. Elle parvient à s'enfuir et arrive jusqu'à la maison du lapin blanc. Il est avec son jardinier, un singe qui occupe ses journées à ramasser des œufs parsemés ça et là dans le jardin. C'est une blague à peine voilée sur le traditionnel lapin de Pâques qui dépose des œufs en Amérique. Elle pénètre dans la maison et devient géante en mangeant un biscuit. Du bout de ses doigts, elle se saisit du lapin, ce qui provoque la peur de sa gouvernante, une souris appelée Marianne. Elle appelle à l'aide une armée d'animaux qui attaquent Alice comme s'il s'agissait d'un monstre. Bill le lézard tente d'extirper les ruines par la cheminée, mais c'est lui qui en sera expulsé après qu'Alice ait tapé du pied dans le foyer de la cheminée. Elle retrouve finalement sa taille en buvant un flacon parlant. Elle prend alors la décision de se rendre chez la reine de cœur afin de participer à la partie de croquet, et pendant le voyage, elle s'invite dans la maison d'une duchesse qui tient dans ses bras un bébé qui pleure sans arrêt. La maîtresse de maison improvise une chanson grotesque en se servant des pleurs du bébé comme s'il s'agissait d'un instrument de musique. Sa cuisinière se met alors en colère et attaque la duchesse en lui lançant des casseroles. Alice parvient à sauver l'enfant en l'arrachant des bras de la duchesse, et elle s'enfuit in extremis de la maison, reprenant sa route avec ce bébé qui ne s'arrête pas de pleurer, et qui ferait un bien plus beau cochon qu'un enfant qui est assez laid comme le remarque Alice. Sur ces mots, le bébé se transforme en porcelet. Il tombe des bras d'Alice et il l'amène à un chemin de cartes relié à un château céleste. Elle parvient à entrer et elle se retrouve au jardin royal de la reine de cœur. Elle y découvre des choses insolites. Des cartes qui ont fait pousser des rosiers blancs et les repeignent en rouge, du matériel de jardinage qui prennent vie, et arrive alors la reine de cœur et ses sujets. On y apprend que le lapin occupe un poste de héros à la cour. La reine prépare le coup d'envoi de la partie de croquet, celui-là même qui était annoncé depuis le début de l'histoire, et Alice y participe, ainsi que tous les personnages rencontrés plus tôt. Mais les choses dégénèrent et Alice provoque l'ire du roi et de la reine. Un procès est mis en place avec tout le bestiaire du pays des merveilles venu témoigner. Le jugement est sans appel. Alice est condamnée à mort. Elle tente de fuir en entrant dans l'une des tours du château, poursuivie par la reine. Mais en passant la porte, en se croyant en sécurité, elle se retrouve face au bourreau, celui-là même à qui il revient d'exécuter la sentence. Il n'y a plus aucun moyen de fuir. Au cours d'une procession funèbre, elle est menée jusqu'à la bascule de la guillotine destinée à lui séparer la tête du corps. Personne pour lui venir en aide. Aucune clémence de la part de la reine. Le bourreau actionne le mécanisme. Le couperet tombe à toute vitesse. Et au moment même où Alice peut presque sentir le tranchant de la lame sur son cou, le monde autour d'elle se désagrège et elle tombe dans un trou sans fond. C'est alors qu'elle se réveille au bord de la rivière, saine et sauve, et soulagée de retrouver Dina et de constater que tout ce qu'elle a vécu n'était qu'un rêve. Générique de fin. Cette première mouture a été conçue à l'été 1939 et fut terminée en fin d'année. Il sera remis à Disney lors d'une réunion avec les scénaristes. Il avait fait l'objet d'une recherche approfondie de la part de ses auteurs. Al Perkins avait étudié et analysé le roman de Lewis Carroll dans ses moindres détails. Chaque élément du livre, jusqu'à la simple petite phrase, a été considéré pour apparaître dans le film de manière plus frontale. Par exemple, dans le chapitre où Alice tombe dans le terrier du lapin, pendant un dialogue intérieur, elle se dit que Dina, son chat, adore manger des chauves-souris. Cette réplique est devenue une vraie scène du scénario, puisqu'au moment où Alice se fait cerner par des chauves-souris pendant sa chute, elle réussit à les chasser en les menaçant de finir dans l'estomac de Dina. David Hall, quant à lui, passa 3 mois à réaliser plus de 400 dessins en suivant les indications de Perkins. Lorsque la bobine Leica fut présentée en novembre 1939 pendant la réunion, Walt Disney eut un avis assez partagé.
Il adorait certains éléments du scénario, mais il en détestait d'autres. Quant aux autres personnes présentes à la réunion, elles n'étaient pas toutes non plus réceptives à la proposition de Hall et Perkins, voire ne comprenaient pas certaines idées. Par exemple, ils ont voulu remplacer la partie de croquet par un match de foot. Face à cette première réaction des plus mitigées, on va pas se cacher, Disney décide de laisser le projet en suspens afin que les scénaristes retravaillent l'histoire. Il veut conserver les séquences qui lui ont plu du scénario de Perkins et rendre le film plus léger et plus amusant. Comme vous l'avez constaté, le récit d'Al Perkins a une tonalité plutôt sombre et dévoyée. On est alors dans ce qui est considéré comme étant l'âge d'or du studio, à une époque où ces artistes se cherchaient encore et voulaient essayer de nouvelles choses. Par exemple, si Fantasia doit contenir une scène de sabbat effrayante pour étudier les possibilités offertes par la rotoscopie, il faut le faire. S'il faut tuer la mère de Bambi pour laisser une empreinte émotionnelle chez le spectateur, il faut le faire. Et si Dumbo doit avoir une scène de délirium tremens pour s'adonner à tous les délires que permettent l'animation, il faut le faire aussi. Le scénario d'Al Perkins est dans la continuité de cette recherche d'expérimentation et d'innovation, et les magnifiques dessins de David Hall, tantôt effrayants, tantôt humoristiques, vont dans ce sens. C'est pour toutes ces raisons que cette première tentative fait l'objet de tant de fascination de la part des internautes aujourd'hui. David Hall quitta le studio dès janvier 1940, bien qu'il soit difficile de dire si c'est le refus de Disney qui a joué dans sa décision. Mais son travail n'aura pas été fait en vain. En 1986, Disney va éditer un livre intitulé Alice's Adventures in Wonderland, qui contient plusieurs dessins de Hall pour illustrer l'histoire. Et enfin, en 1995, à l'occasion de la sortie en laserdisc du film, l'un des deux disques bonus contient un résumé partiellement complet du script avec des dessins de David Hall. Le projet Alice sera mis en stand-by lorsque les États-Unis entrèrent en guerre. Les importants coûts de production des films qui ont suivi Blanche-Neige, qui n'ont pas été rentables, ont sérieusement mis à mal les finances de Disney. Celui-ci va concentrer ses efforts dans la production de films à sketch moins coûteux ou destinés à soutenir l'effort de guerre. À la fin de la guerre, Disney commence à ressortir des films qui étaient en développement, dont Alice au Pays des Merveilles. Walt Disney aimerait reprendre l'idée de mélanger l'animation et les prises de vue directes. De nouveaux auteurs sont donc mis à contribution afin de porter à l'écran le souhait de Disney, parmi lesquels un certain Aldous Huxley. Le projet aura un enjeu personnel pour l'auteur du Meilleur des Mondes, puisque sa mère, Julia Arnold, connaissait personnellement Lewis Carroll. En décembre 1945, Huxley a remis un traitement à Walt Disney, sous le titre de Alice and the Mysterious Mr. Carroll. Il en fit la présentation lors d'une réunion où sont présents notamment le scénariste Joe Grant, le réalisateur Hamilton Lusk et Walt lui-même. L'adaptation proposée par Huxley est sans doute celle qui se démarque le plus de tous les scénarios proposés. Elle se réclame beaucoup de Mélodie du Sud puisqu'un personnage adulte raconte des histoires à un enfant. L'histoire commence par une requête de la reine d'Angleterre en personne. Celle-ci missionne l'un de ses représentants afin de rencontrer Lewis Carroll, auteur d'un roman pour enfants qui fait fureur en Grande-Bretagne. L'homme envoyé par la reine est mené à l'université d'Oxford et va faire la rencontre du révérend Charles Dodgson, un homme bègue passionné de littérature et dont on lui refuse la direction de la bibliothèque. Il fera également connaissance avec une jeune fille espiègle nommée Alice. Il devient donc évident que Dodgson est en réalité Lewis Carroll et qu'Alice est la petite fille qui a inspiré le personnage de son roman, un hommage à la réalité historique et à Alice Liddell. La vision d'Aldous Huxley se concentre sur l'esprit tourmenté de Lewis Carroll et ses relations contrastées avec ses pairs, où ce n'est qu'à la fin qu'on est censé faire le lien entre lui et le révérend Dodgson. Il est prévu que le film soit réalisé avec des acteurs en chair et en os et que des séquences d'animation soient intégrées dans les moments où Carroll raconte l'histoire du Pays des Merveilles. L'une des idées proposées par l'auteur afin de faire la transition prend place dans une salle de théâtre. Alice vient de subir des mauvais traitements de la part de son acariâtre gouvernante, interrompant les acteurs en pleine représentation. Pour la réconforter, Dodgson et les comédiens décident de jouer sur scène le récit d'Alice au Pays des Merveilles. Alors qu'ils jouent leur personnage avec ferveur, les comédiens se transforment progressivement en personnages de dessins animés, interprétant les rôles du chapelier fou, du lapin blanc, etc. Le récit se conclut par la rencontre avec la reine qui manifeste sa sympathie et son respect pour l'œuvre de Dodgson, ce qui lui permet d'accéder enfin à la direction de la bibliothèque d'Oxford. Pour le plan final, Walt Disney suggère de montrer Lewis Carroll entouré de ses personnages, devenant lui-même symboliquement une créature du Pays des Merveilles. Malgré les bons retours de Disney, celui-ci va rejeter le traitement d'Huxley car il ne correspondait pas à sa vision personnelle du roman. Rien de ce qui fut proposé par Aldous Huxley ne fut conservé dans le film, et en 1961, un incendie dans le domicile de l'auteur a ravagé une grande partie de ses notes et de ses documents d'archives, y compris son script d'Alice. Une partie du traitement qu'il avait soumis fut heureusement conservée par Disney. Encore une fois, le projet Alice patine. Il sera finalement décidé que le film serait conçu entièrement en animation. Selon Disney, ce serait le seul moyen de rendre justice à l'œuvre de Carroll. Il met à l'œuvre ses meilleurs artisans et démarre un gigantesque travail de recherche de personnages et de séquences. Vont-ils réussir à monter un film créatif et respectueux de l'œuvre originale ? Le film rencontrera-t-il le succès tant espéré par Disney ?
Quel grand artiste va apporter sa touche personnelle et influencer le style visuel du film? Vous connaîtrez la réponse à toutes ces questions maintenant. Oui? Non? Marie Blair.